Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Temps fort des auditions de la Commission des lois du Sénat sur le mariage pour tous. Les sénateurs ont entendu hier Christiane Taubira, la garde des Sceaux, et Dominique Bertinotti, ministre délégué à la famille. Devant les sénateurs, la garde des Sceaux a redit sa confiance aux parlementaires. Elle espère que les sénateurs débattront davantage des questions juridiques, du droit et non pas des intentions supposées du gouvernement de mettre en place une PMA ou encore la GPA pour les couples homosexuels. La ministre a d'ailleurs redit l'opposition du gouvernement à la gestation pour autrui au nom du principe de l'indisponibilité du corps humain. Je vous propose donc ce matin de revoir ces auditions. Bonne matinée à tous. Bien, mes chers collègues, nous allons ouvrir cette séance. Je vous remercie d'être venus très nombreux, signe de l'intérêt qui est le vôtre pour le texte sur le mariage pour tous, mais je crois aussi, et peut-être d'abord pour nos deux ministres, Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et Madame Dominique Bertinotti, ministre chargée de la Famille, qui nous font l'honneur d'être parmi nous cet après-midi. Donc, je vous souhaite la bienvenue au nom de tous nos collègues, qui sont venus très nombreux de toutes les commissions d'ailleurs. Et je voulais vous dire que nous avons déjà procédé avec nos deux rapporteurs qui se donnent beaucoup, qui travaillent beaucoup, et que je tiens à saluer, Jean-Pierre Michel pour la commission des lois et Michel Meunier pour la commission des affaires sociales. Nous avons déjà fait une trentaine d'heures d'audition et nous n'avons pas fini. Et c'est le signe que le Sénat veut accomplir sa tâche sur ce texte en se donnant le temps nécessaire pour que cela se passe bien. D'ailleurs, l'examen du texte en séance publique a été reporté pour qu'on puisse travailler sérieusement, notamment dans nos commissions. Et puis, je voulais aussi vous dire que nous avons suivi, bien entendu, l'engagement qui est le vôtre à l'Assemblée, toutes les deux, et que s'agissant aussi d'un sujet qui n'est pas à l'ordre du jour, mais qui nous a beaucoup intéressé, cette conférence de consensus, Madame la Ministre, nous n'avons pas pu assister autant que nous aurions pu le faire parce qu'il y avait des débats ici et des auditions, mais nous sommes très intéressés par la lecture des actes, par les conclusions qui vont être incessamment présentées et par tout ce que cela apporte pour la justice et la question pénitentiaire. Je tiens à souligner cela parce que nous avons des témoignages de nombreux magistrats qui nous disent que c'est la première fois qu'une telle démarche est mise en œuvre en matière de justice et qu'il y a là sans doute beaucoup de fruits à en tirer, bien entendu en fonction des positions et des options de chacune et de chacun. Donc sans plus tarder, je vous donne la parole. Peut-être, Madame le garde des Sceaux, pourriez-vous faire un exposé introductif? Vous m'avez dit une dizaine de minutes, et ensuite Madame Bertinotti également pour une dizaine de minutes, si vous le voulez bien. Voilà, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président de la Commission des lois, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs. Merci pour votre présence et l'intérêt que vous portez à ce texte, mais ce n'est pas un intérêt récent ni de cet après-midi, puisque de nombreux membres de cette haute assemblée ont déjà travaillé sur le sujet ou sur des sujets extrêmement proches. Je vais peut-être répondre rapidement à Monsieur le Président de la Commission des lois sur la conférence de consensus, puisque la question a été posée publiquement, pour vous dire que le
le jury d'organisation de la conférence de consensus remet demain mercredi au Premier ministre ses préconisations. Et bien entendu, je récupérerai ce rapport, ces actes, comme vous les appelez, et je vous en ferai destinataire, d'une part, et surtout, je recueillerai, si vous le voulez bien, votre opinion. Je vais procéder à toute une phase de consultation à partir des préconisations qui auront été rassemblées par cette conférence de consensus à laquelle certaines des sénatrices et sénateurs ont assisté, soit une demi-journée, soit une journée entière, soit les 2 jours entiers, et j'ai été extrêmement sensible à leur présence. Pour le texte qui nous réunit cet après-midi, donc, qui ouvre le mariage et l'adoption aux couples de même sexe, je présume, connaissant les habitudes des sénateurs, que vous avez non seulement suivi les travaux de l'Assemblée nationale, mais que surtout vous avez pris connaissance du texte voté à l'Assemblée nationale. Je rappelle que ce texte a été placé sous le sceau de l'exigence d'égalité, telle que indiquée très clairement par le Président de la République et par le Premier ministre, que ce texte ne supprime rien de l'institution du mariage, telle que cette institution existe dans notre pays, modifiée par les derniers textes de loi qui ont amélioré d'ailleurs l'égalité au sein du mariage et l'égalité de traitement des enfants, et qu'au contraire, certaines dispositions introduites par ce texte vont profiter aux couples hétérosexuels. Les travaux à l'Assemblée ont été organisés autour, évidemment, des interventions en discussion générale qui ont permis aux uns et aux autres de dire leur appréciation générale sur le texte, mais également des discussions pendant pratiquement 2 semaines autour de 4 999 amendements. 17 ont été adoptés. La plupart des amendements étaient des amendements support pour la discussion, dans la mesure où c'était une série d'amendements qui proposaient soit la suppression d'articles, soit la suppression de morceaux d'articles, soit des suppressions d'articles ou d'application de la disposition interprétative sur des articles du Code civil. Je le dis non pas pour dévaloriser les amendements qui ont été déposés, mais simplement pour expliquer le ratio entre le nombre d'amendements présentés, défendus, et le nombre d'amendements adoptés. Pour dire très clairement que plus de 90% des amendements n'avaient pas vocation à être adoptés, y compris par leurs rédacteurs eux-mêmes. C'est ce que je veux faire entendre. Les dispositions donc, qui ont été retenues dans ce texte de loi concernent le périmètre que le projet de loi gouvernemental avait déjà déterminé, à savoir l'ouverture du mariage et de l'adoption à droit constant aux couples de même sexe, c'est-à-dire dans les mêmes conditions de consentement et d'âge, avec les mêmes prohibitions. Les prohibitions ont d'ailleurs été étendues, bien entendu. Elles concernaient l'inceste, la famille et donc la consanguinité. Elles ont été étendues pour les couples de même sexe, c'est-à-dire que la prohibition entre oncle et nièce s'étend à la prohibition entre oncles et neveux. Donc ce sont les mêmes conditions et les mêmes conditions de sécurité juridique, bien entendu, les mêmes conditions de protection pour les conjoints et particulièrement pour le conjoint ou la conjointe la plus ou le plus vulnérable et pour les enfants. Cette disposition est la disposition essentielle, c'est évidemment l'épine dorsale de ce texte qui a été modifié par la Commission. Je vais indiquer donc en substance, mais vous le savez déjà, sous quelle forme il a été modifié par la Commission de l'Assemblée des lois de l'Assemblée nationale. Donc la disposition majeure, c'est cette ouverture du mariage et de l'adoption. C'est aussi l'introduction d'une disposition de droit international privé qui permet la dérogation à la loi personnelle. Le projet de loi précisait, à l'exception des conventions internationales qui excluent cette possibilité de dérogation, la commission des lois a souhaité la supprimer. Cela ne change rien en substance dans la mesure où, de toute façon, les conventions internationales s'imposent à nous et qu'elles sont supérieures dans la hiérarchie des normes à notre droit interne. Donc les mentionner ou pas revient absolument au même. Cette dérogation à la loi personnelle permet que des Français où un Français et un étranger, une Française ou une étrangère puissent se marier, même si le pays d'origine de l'étrangère ou de l'étranger ne prévoit pas la possibilité du mariage pour des couples de même sexe. Les autres dispositions qui ont été introduites concernent le nom patronymique. La Commission des lois a introduit une disposition plus générale que celle qu'avait
prévu le projet de loi. Il y a eu une discussion, vous le savez, en séance sur ce point. Il est probable que le Sénat souhaite approfondir la discussion sur ces conditions d'attribution du nom patronymique dans les cas, je rappelle simplement, de non-déclaration par les parents. La disposition du projet de loi ne concernait que les couples homosexuels. La commission des lois a introduit une disposition à caractère général. Par ailleurs, quelques dispositions parfois symboliques mais assez fortes ont été introduites, celles qui rappellent le rôle de contrôle et de surveillance en général du procureur de la République, celle qui rappelle que l'institution du mariage est une cérémonie républicaine et que c'est en cette qualité que les officiers d'état civil la célèbrent en mairie. Des dispositions ont été également introduites concernant l'autorité parentale et l'adoption. Sur l'autorité parentale, il ne sera plus nécessaire d'en référer au juge pour que le conjoint puisse exercer l'autorité parentale sur l'enfant de son conjoint ou la conjointe sur l'enfant de sa conjointe. C'est en cas de problème que le procureur peut être saisi. Ensuite, en cas de décès, parce que ce texte vise à protéger les enfants qui existent déjà dans des familles homoparentales, ce texte vise à vraiment leur apporter de la sécurité juridique. Il le fait en permettant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, alors que jusqu'à maintenant, ce qui était possible, c'était la délégation d'autorité parentale, la délégation partage. Il permet qu'en cas de décès d'un des conjoints, l'autre continue d'exercer l'autorité parentale, alors que jusqu'alors, il dépendait d'une décision du conseil de famille et pouvait éventuellement être désigné en qualité de tuteur. Il permet également à l'enfant ou aux enfants d'hériter des deux parents. Et enfin, il permet au juge d'intervenir en cas de divorce et donc de prendre des décisions qui protègent l'intérêt des enfants. La petite loi introduit également la possibilité pour le juge de décider du maintien de liens d'un enfant ou des enfants avec des parents en cas de séparation intervenus avant ce texte de loi. Nous avons souhaité, alertés par des parlementaires notamment, nous avons souhaité couvrir la situation d'une séparation qui a déjà eu lieu. Mais compte tenu du fait que la sécurité juridique que je viens d'évoquer n'était pas assurée à ces couples, le juge pourra décider le maintien des relations s'il estime nécessaire à l'intérêt de l'enfant ou des enfants. D'autres dispositions ont été introduites. Elles concernent la reconnaissance d'un mariage qui aurait été célébré dans un pays qui reconnaissait déjà le mariage pour les couples de même sexe. Les effets de ce mariage sont reconnus d'emblée à partir de la promulgation de la loi, si le Parlement la vote définitivement. Les effets vis-à-vis des époux et des enfants, les effets vis-à-vis des tiers ne seront reconnus qu'après transcription de ce mariage dans le registre d'état civil français. Il est entendu que aussi bien la validation du mariage que la transcription sont soumises aux conditions de notre code civil. Ceci a été rappelé évidemment dans l'article, soumises aux conditions de notre code civil pour la validité de mariage, c'est-à-dire ce que j'ai dit tout à l'heure, les conditions d'âge, de consentement, de prohibition, et pour la transcription, les conditions également du code civil qui vérifie les conditions de transcription. Par ailleurs, évidemment, il y a extension de ces dispositions à certains territoires des Outre-mer. Ceux qui relèvent de l'identité législative, évidemment, savent que la loi est directement applicable. Pour les territoires qui relèvent de la spécialité législative, il était nécessaire d'introduire une disposition indiquant que la loi sera également applicable. D'une façon générale, ce qui a le plus fait débat, en tout cas le plus longuement fait débat, vous le savez, c'est la disposition interprétative que la commission des lois a introduite dans le texte et qui permet, en inscrivant au début du livre premier que pour les couples de même sexe, toutes les occurrences des mots père et mère, grand-père, grand-mère doivent être interprétées comme époux ou conjoint ou parents lorsqu'il s'agit de couples de même sexe.
Le gouvernement avait fait un autre choix d'écriture, vous le savez aussi. Le gouvernement avait choisi de les modifications nécessaires au sein du Code civil et les dispositions de coordination indispensables dans les autres codes, lois et ordonnances, ce qui avait abouti à ce que le titre 7 qui concerne la filiation, le Code civil dit filiation légalement établie, mais c'est la filiation qui concerne les couples hétérosexuels, les familles hétéroparentales. Rien ne bougeait donc dans le titre 7. Le titre 8 qui contient déjà d'ailleurs la notion de parents, qui contient déjà les notions de époux et de conjoint. Ce titre 8 contenait des modifications introduites par les dispositions de coordination que le gouvernement avait décidé de recenser pour les introduire, dans le souci de l'efficacité de la loi, bien entendu, parce qu'il faut que la loi soit applicable, il faut que toutes les mesures concernant le mariage et l'adoption puisse être appliquée à partir du moment où cette institution est ouverte aux couples de même sexe. Et le gouvernement avait évidemment le souci de repérer, de recenser de façon exhaustive les modifications qui seraient nécessaires afin que la loi s'applique et qu'elle ne soit pas une source de complications pour les citoyens. La commission des lois de l'Assemblée nationale a choisi une autre forme d'écriture qui a été assez longuement discutée par les députés. Il vous revient éventuellement de dire votre appréciation sur ce mode d'écriture. C'est à vous d'en juger. Voilà donc en substance ce que contient cette petite loi. Le périmètre du projet de loi du gouvernement a été maintenu. Des dispositions ont été introduites pour enrichir le texte et pour régler un certain nombre d'inconvénients qui auraient pu attendre la loi famille d'ailleurs, mais qui ne posaient pas de problème particulier à ce moment et qui donc ont reçu l'approbation du gouvernement, c'est-à-dire de nos deux ministères. La ministre de la Famille ayant à charge dans le texte famille qui viendra en fin d'année, mais c'est elle qui vous précisera le calendrier, ayant à charge d'introduire des dispositions qui méritent davantage d'approfondissement et éventuellement davantage de discussion. Mais celles-là pouvaient être introduites à l'occasion de ce texte de loi sans poser de difficultés particulières. Nous avons choisi de ne pas attendre davantage pour les introduire. Pour le reste, vous savez qu'il y a un certain nombre de sujets qui restent sur la table et qui seront introduits pour la plupart dans le projet de loi famille, qui ont fait l'objet d'ailleurs, j'allais presque dire, de 2/3 des discussions alors qu'ils n'étaient pas dans le périmètre de la loi. Je ne pense pas que nous serons confrontés à cela. D'abord parce que les sénatrices et les sénateurs sont généralement des personnes plus patientes et qui attendront plus volontiers la discussion sur le texte famille, mais ensuite parce que j'ai assez l'habitude de cette Assemblée pour savoir qu'elle débatte davantage sur le droit, qu'elle débatte davantage des questions juridiques que des présupposés autour d'intentions putatives d'un gouvernement qui ignorerait lui-même ses arrière-pensées. Voilà pour l'essentiel de ce texte. Évidemment, nous nous tenons totalement à votre disposition pour répondre à vos questions après l'intervention de Madame la ministre de la Famille. Merci Madame la ministre. Je salue Madame Annie David, présidente de la Commission des Affaires sociales, qui nous a rejoints. Et je donne tout de suite la parole à Madame la ministre Dominique Bertinotti. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, sénateurs et sénatrices, au fond, après ce premier examen par l'Assemblée nationale, et Christiane Taubira le soulignait en conclusion de sa présentation, nombre de questions au-delà même du contenu du texte de loi qui vous est soumis ont été évoquées. Et moi, je prends cette interpellation comme un très vif intérêt que les parlementaires portent à l'évolution des familles dans notre société française, car effectivement, s'est opérée depuis les années 70 une révolution silencieuse des familles qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus un modèle familial unique, mais des modèles familiaux, et que les statistiques, dans leur brutalité, révèlent, quand on sait qu'un enfant sur 2 naît hors mariage, que 1 sur 4 ne vit plus avec ses 2 parents, que 1 sur 5 vit dans une
famille monoparentale ou que 1 sur 9 vit dans une famille recomposée, on voit bien qu'il y a une transformation de la famille et de l'éclosion de cette diversité des modèles familiaux. Pourquoi je vous dis cela? Parce que cette loi, contrairement à ce que peut-être il a pu être dit, au fond est aussi l'expression d'une revendication pour, quelle que soit sa sexualité, la capacité à fonder, à créer et à fonder une famille. Et qu'à ce titre-là, comme le disait Madame la garde des Sceaux, c'est une loi d'égalité en ce sens qu'elle suppose une égalité des droits, mais aussi des devoirs, et que c'était effectivement cette aspiration à rentrer dans une norme, en l'occurrence une norme juridique, qui fait qu'il y a cette revendication qui se traduit aujourd'hui dans le cadre de cette loi. Je tiens à dire aussi que c'est une loi qui s'inscrit à la fois dans la lignée des réformes qui ont marqué le droit de la famille, mais aussi dans la lignée des réformes qui ont fait passer l'homosexualité depuis 1981 de la suppression d'un délit à la reconnaissance dans un premier temps du PACS, avec aussi cette conséquence qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'aujourd'hui 96% des PACS sont conclus par des couples hétérosexuels. Donc on voit bien que toute loi d'égalité est une avancée pour l'ensemble de la société. Le deuxième point que je voudrais aborder et qui a été également abordé par Christiane Taubira, c'est que c'est une loi de sécurisation juridique et de protection. Ce qui est réclamé, c'est aussi une volonté d'être protégé, que nous n'avons pas de regard ou de jugement de valeur à porter. Le fait est qu'il y a, peu importe, je dirais là les chiffres, entre 40 000 et 300 000 enfants qui vivent aujourd'hui dans des familles homoparentales, dont on sait que, en fait, dans ces familles homoparentales, un seul des deux parents est aujourd'hui reconnu, et que l'on met dans une forme d'insécurité et de précarisation la situation de ces enfants en cas d'accident ou de décès de son parent biologique. Donc, tout cela pour vous dire que c'est une loi qui est une loi d'égalité, qui est une loi de protection juridique, qui est une loi qui fait que chacun aspire à rentrer dans cette norme juridique, qui ne crée pas de nouvelles situations, qui ne fait que, au fond, venir conforter et entériner des situations déjà existantes. Et je le répète, et je conclurai par cela, cette loi d'égalité et de protection juridique est certes une loi ouverte aux couples de même sexe, mais d'une façon générale fait avancer l'ensemble de la société. Et je terminerai par là où j'ai commencé, le fait que d'autres questions qui ont été liées à des questions de filiation, sur que ce soit la filiation biologique, la filiation sociale ou sur le statut d'un parent social, qui ont pu émerger, témoignent bien qu'il y a une véritable appétence pour qu'enfin on regarde avec beaucoup de lucidité l'évolution de nos familles dans leur très grande diversité aujourd'hui. Merci Madame la Ministre. Je vais donc donner la parole d'abord à nos deux rapporteurs, Jean-Pierre Michel, rapporteur de la Commission des lois. Merci Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier Mesdames les ministres d'être venues ici cet après-midi devant une assistance très nombreuse, puisque plus d'une quarantaine de sénatrices et sénateurs sont présents pour cette audition qui est retransmise, je suppose, sur les antennes de Public Sénat. Je voudrais vous dire, Mesdames, que le Sénat aborde ce texte avec beaucoup de sagesse et avec l'idée de le travailler. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé ces auditions publiques il y a 3 semaines à peu près, qui ont été suivies souvent par beaucoup, quelquefois par moins de sénateurs, mais toujours par plus de sénateurs que les rapporteurs et les membres des commissions compétentes. Ce qui prouve que chacune et chacun a pu se faire une idée de ce qui a pu être dit au cours des auditions. Ce qui a pu être dit au cours des auditions est particulièrement important, notamment pour certaines d'entre elles.
Je dirais que pour certaines, il n'y a pas eu de grosses découvertes, puisqu'on attendait que telle ou telle association ou tel dignitaire de l'Église donne la position qu'on connaissait déjà et qu'il avait exprimée largement ailleurs. Par contre, sur 2 points au moins, et j'en parlerai tout à l'heure, nous avons eu un certain nombre sur 3 points d'idées nouvelles, très intéressantes, dont certaines rentrent dans le cadre de ce projet de loi, d'autres dans le cadre d'un projet de loi que Madame la ministre de la Famille est en train d'étudier. L'idée des rapporteurs, excuse-moi Michel, c'est de prendre le texte tel qu'il est sorti de l'Assemblée nationale. Donc, de ne pas l'alourdir par d'autres considérations dont on a beaucoup parlé à l'Assemblée et ailleurs, qui ne sont pas dans le projet d'aujourd'hui et qui n'y seront pas lorsqu'il sortira du Sénat. Et d'autre part, de ne pas le sabrer, le couper, l'amoindrir, de le prendre tel qu'il est, mais de regarder très attentivement dans les différents articles qui ont été votés des points qui peuvent appeler peut-être quelques corrections techniques, juridiques, et une réflexion plus approfondie que celle qui a pu avoir lieu à l'Assemblée nationale au cours de débats quand même un peu agités, il faut bien le dire. J'en ai connu d'autres à une certaine époque, et où peut-être les amendements entre le gouvernement, la commission, tout ce qui parlait, méritent aujourd'hui quelques ajustements. Ces ajustements, mais je ne peux pas en parler plus longuement, nous sommes en train d'y travailler avec, bien entendu, les administrateurs de la Commission des lois du Sénat, que je remercie pour le travail qu'ils font en ce moment, avec également les collaborateurs des assistants personnels, et aussi, je dois le dire, parce que c'est une chose qui peut être publique, avec le rapporteur de l'Assemblée nationale et ses collaborateurs, autant les administrateurs de la Commission des lois de l'Assemblée nationale que ses collaborateurs personnels. Ceci afin de bien travailler en phase et de faire en sorte que le Sénat, bien entendu, amendera ce texte, mais je pense suivra plus ou moins les lignes qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale. 3 points, c'est vrai, vous l'avez vous-même évoqué, Madame le garde des Sceaux, mériteront une réflexion plus approfondie et donc des corrections. D'une part, sur, en gros, la filiation adoptive et le maintien des liens avec l'enfant. Bon, je ne détaille pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. D'autre part, sur les dispositions sur le nom, vous l'avez vous-même dit. Et enfin, sur les dispositions de coordination, où une réflexion est en train de s'engager entre nous ici, pour savoir quelle sera la meilleure des solutions possibles. J'ai tendance à penser que l'article Balai sur le Code civil, je dirais juridiquement assez fort. Par contre, l'autre me paraît plus faible. Et en tout cas, et je le dis en tant qu'ancien magistrat, il laisse une liberté d'appréciation aux juges que personnellement, je ne peux pas admettre. Je pense qu'il faut que les juges n'aient pas une liberté d'appréciation totale. Or là, ils l'auraient souvent. Et donc, nous pensons peut-être à introduire, j'en dirai pas plus, un système à la belge, sous réserve que le Conseil constitutionnel ne vienne pas bousculer notre architecture. Enfin, je voudrais... Peut-être pourriez-vous préciser ce que c'est qu'un système à la belge, monsieur le rapporteur? Eh bien, c'est un système qui ferait masse, si j'ose dire, mais je parle sous le contrôle des administrateurs, qui ferait masse des 2 articles de coordination et qui les introduirait comme un principe général du droit dans les articles premiers du Code civil. Très bien. De telle sorte que chaque fois, eh bien, c'est vrai, il faudrait se référer à cet article général qui évite les discriminations pour appliquer les textes de loi. Mais je n'en dis pas plus aujourd'hui. Enfin, je ne veux pas être plus long pour laisser la parole à nos collègues. Je voudrais dire, notamment à Mme Bertinotti, mais aussi à Mme Taubira, que nous avons eu, je dirais, 3 peut-être blocs d'interventions intéressantes. Les premières, et elles se poursuivront, je crois, demain, qui concernent l'adoption. Bon. Aujourd'hui, le statut de l'adoption n'est pas bon. Il doit être revu, totalement, pour tous les couples, quels qu'ils soient. Ça a été dit,
en matière législative et aussi par les décrets pour la pratique, on en a parlé encore tout à l'heure, des conseillers généraux, la façon dont les agréments sont donnés, qu'est-ce qui est pris en compte, etc., etc. Donc ça, c'est une question qui a été développée longuement et qui devra faire l'objet, à mon avis, bon, dans le texte de loi, ce qui est sous réserve de quelques modifications restera, mais devra être revu. C'est en tout cas le souhait de toutes, je dois le dire, les associations de parents, adoptifs, adoptants, etc., que nous avons auditionnées devant un certain nombre de sénateurs présents. Le deuxième point, c'est des auditions de professeurs de droit qui m'ont semblé paru très intéressantes. Je ne parle pas de ceux qui sont, par hypothèse, favorables au texte. Je parle de ceux qui sont arrivés de façon neutre, j'allais dire, comme professeurs de droit. Je peux citer le professeur Jean Hauser, professeur émérite de Bordeaux, ou Madame Florence Millier, qui est professeure à Cergy-Pontoise, je crois, et qui sont des civilistes. Voilà des gens qui nous ont dit, bon, ben c'est très bien, le gouvernement a fait un choix, c'est le choix du mariage. Il aurait pu en faire un autre, il a fait ce choix-là. Personnellement, je suis d'accord avec ce choix-là, qui est le choix fait par le président de la République lorsqu'il était candidat. Dès l'instant où ce choix a été fait, il faut que vous ayez le courage d'aller jusqu'au bout. Et que donc, dans la future loi sur la filiation, qui, je pense, sera masse de la loi qu'on appelait avant sur la famille et de la modification peut-être des lois bioéthiques, que vous admettiez qu'il existe 2 lignes, on peut dire, de filiation. Pour tous les couples, et même pour les mères célibataires, pour les familles monoparentales. Une filiation naturelle, biologique, et une filiation volontaire. Voilà. Et qu'on mette tout ça à plat pour ce qui concerne tous les modes de filiation, y compris les filiations médicalement assistées qui existent, parce que nous sommes dans un monde mondialisé où le sexe, mais pas seulement le sexe, la procréation est mondialisée. Et où on peut aller à l'étranger, si on a beaucoup d'argent ou moins, on choisit les pays, ou on peut même choisir sur Internet tel ou tel, voilà, bon, pour les procréations médicalement assistées, tout ça, on le connaît. Et donc, veut-on laisser aller ce libéralisme mondialisé jusqu'au bout? C'est-à-dire, veut-on que les abus continuent? Veut-on que la loi ne puisse pas s'appliquer en France? Et plus grave, même si ses parents, pour certains qui sont hostiles, nous disent « Mais comment? Ils enfreignent la loi, ils le savent, donc pas de rémission pour eux. » Et les enfants, qu'est-ce qu'on en fait? Car les enfants qui naissent de cette façon-là, à l'étranger, illégalement, entre guillemets, ils n'y peuvent rien. Et aujourd'hui, ils sont victimes. Ils sont victimes parce qu'ils n'ont pas d'état civil complet, et ils étaient victimes jusqu'à votre circulaire, Madame le garde des Sceaux, parce que souvent, ils n'avaient pas non plus de nationalité. Donc, il faut encadrer ces pratiques. Moi, je l'ai toujours pensé, mais peu importe, mon opinion personnelle, c'est en tout cas ce que nous ont dit ces professeurs de droit. D'ailleurs, un certain nombre d'entre vous étaient présents à ces auditions très intéressantes. Enfin, mais ça je le dis pour après, pour plus tard, avec des débats, comité national d'éthique, etc., etc. Tout ça est très bien. Tout ça est très bien. Et permettra que tout le monde s'exprime, et ensuite, le gouvernement et le Parlement prendront leurs responsabilités, comme ils l'avaient pris, je fais toujours ce parallèle, qui est un peu osé, mais à peine, au moment de la légalisation de l'avortement. Car les débats ont été très vifs, mais finalement, on a légalisé ce qui, auparavant, le nombre de personnes qui se faisaient avorter, qui sont mortes, était considérable. Troisième point, c'est ce que nous a dit tout à l'heure, et j'en disais un mot à votre cabinet, Madame le garde des Sceaux, c'est un peu annexe, hein, un certain nombre d'amendements qui ont été proposés tout à l'heure par l'Association des maires de France, qui, à mon avis, ont été présentés de façon très soft, pour employer un néologisme, et qui, à mon avis, moi je ne suis pas défavorable, peut-être qu'il faut discuter sur les 3 amendements proposés. Un a été adopté par l'Assemblée nationale à l'unanimité, je crois, 2 autres avaient été refusés, permettent, sans le dire vraiment, qu'on résolve les problèmes et les cas infimes
infime. Parce qu'il ne faut pas penser que demain, dans tous les villages de France les plus reculés, des couples homosexuels vont se présenter à la mairie pour se marier. Bon, c'est pas ça. Bon. Mais pour régler le nombre de cas infimes où il y aurait une opposition frontale, ce qui n'est jamais bon, entre les couples qui veulent se marier et l'officier d'état civil qu'ils auraient devant eux. Voilà. Voilà un peu les points qui, aujourd'hui, sont dans la réflexion de vos rapporteurs. Et je pense que ma collègue Michèle Meunier ne pourra que confirmer et améliorer ce que je viens de dire. Merci Jean-Pierre Michel de nous avoir fait cette brillante synthèse de nombreuses heures d'audition. Madame Meunier. Merci. C'est vrai que la rapporteure que je suis au nom de la Commission des affaires sociales que préside Annie David n'a pas forcément grand-chose à rajouter à tout ce que vient de dire Jean-Pierre Michel. On entend depuis 3 semaines, enfin c'est la 3e semaine, pas mal de choses sur ce que vous venez de dire, Madame la garde des Sceaux. C'est sur un texte qui ne supprime rien, il faut quand même le dire au départ, et qui a permis donc de régler une injustice, mais qui a soulevé, Madame la ministre Bertinotti, pas mal de questions autour de la réalité, de ce que vivent les familles aujourd'hui, et de peut-être faire évoluer, en tout cas évoluer le droit dans ses diversités. Il a été question d'adoption, avec ce que vient de dire Jean-Pierre Michel, parfois des idées reçues, des erreurs sur la réalité d'aujourd'hui entre adoption plénière et adoption simple. Il a été question de la procréation médicale assistée, un peu comme ça s'est passé à l'Assemblée nationale. Hein. Vous avez dit 2/3 des discussions étaient hors loi. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là, mais on a entendu ça. Aussi la reconnaissance des statuts, et puis du beau-parent, du coparent, du conjoint ou de l'ami du conjoint, et un sujet qui a émergé autour, à partir de l'adoption, parce que l'adoption c'est un outil de mesure de protection de l'enfance, il faut le rappeler. On a entendu parler de délaissement, on a entendu parler de sujets de protection de l'enfance un peu plus fortement et un peu plus peut-être de manière politique avec un grand P que de manière technique. Et donc ça, je voulais peut-être abonder dans votre sens, Madame la ministre Bertinotti, pour dire qu'il est temps. Et peut-être c'est l'occasion que vous nous disiez, si vous le pouvez, comment vous voyez ce futur projet autour des modèles familiaux et l'ensemble de ces données que je viens de partager avec vous. Chers collègues, je vais demander à ceux qui veulent s'exprimer de le manifester. J'ai déjà Monsieur Gélard, Monsieur Lecomte, Monsieur Cointat, Madame Kukierman, Madame Benbassa, Monsieur Darniche, Madame Benbassa. Oui, est marqué, Monsieur Le Serre. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres demandes? C'est pour l'emploi du temps un peu de... Bien. Alors, Monsieur Gélard. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier Madame le garde des Sceaux de son intervention tout à l'heure. Elle a fait ça avec beaucoup de modération, je dirais. Elle n'a pas entraîné mon adhésion totale, naturellement, à ce que vous avez dit. Et si vous permettez, nous aurons, au cours des débats qui auront lieu en commission et en séance, une approche différente. Une approche mesurée. Vous avez d'ailleurs salué la mesure et la sagesse du Sénat. Nous nous efforcerons dans l'opposition de garder cette mesure et cette sagesse. Nous ferons des propositions qui n'ont pas été abordées à l'Assemblée nationale, qui ne l'ont pas encore été ici non plus. Je me permets de ne pas les divulguer aujourd'hui. Elles sont nombreuses, elles portent sur de nombreux aspects de votre texte de loi. Je voudrais tout d'abord dire que je suis en parfait accord avec ce qu'a dit Jean-Pierre Michel sur la nécessité absolue de revoir complètement le système de l'adoption. Le système de l'adoption est devenu inadéquat. D'ailleurs, il ne correspond plus du tout à ce qu'avait été l'intention du législateur à ses origines, notamment à cause de l'intervention grandissante de Bercy sur le montant des droits de succession en matière d'adoption simple. Et je me demande dans quelle mesure vous ne pourriez pas faire pression auprès du ministère de l'Économie et des Finances pour faire en sorte que l'adoption simple retrouve le caractère qui était le sien
entre les deux guerres, par exemple. Ça ne remonte pas si loin que cela. Je ferme cette parenthèse pour vous poser, si vous le permettez, 2 questions. La première question, vous nous avez annoncé que les couples hétérosexuels allaient retirer quelque chose de la loi. Je voudrais savoir dans quelle mesure vous pourriez nous préciser cette amélioration qui découlerait pour les couples. Retirer au sens de bénéficier. Parce que j'avais compris retirer bien évidemment. au sens d'enlever. Et deuxième question auquel Jean-Pierre Michel a répondu, dans quelle mesure le gouvernement est-il prêt à adopter un certain nombre d'amendements qui ne vont pas tout à fait dans le sens de ce qui a été voté à l'Assemblée nationale? Merci, Monsieur Gélard. Monsieur Lecomte. Merci, Monsieur le Président, Madame la garde des Sceaux, Madame la Ministre. Lors du débat à l'Assemblée nationale, un amendement porté par Corinne Narassiguin a permis que des futurs époux vivant à l'étranger puissent, si le mariage entre personnes de même sexe n'était pas possible dans le pays, de venir en France pour le faire. Cela pose bien entendu la question qui n'est pas simplement pour les couples de même sexe, mais d'une manière générale pour l'ensemble des futurs époux, d'obtenir des visas pour venir en France. Est-ce que vous avez, à partir du moment où on ouvre ce droit, est-ce qu'il y aura une disposition spécifique pour améliorer cette situation? Et de la même manière, initialement, ça s'appelait mariage pour tous. Et bon, à partir de là, c'est aussi mariage pour les Français et les étrangers. Il y a depuis 2006 un certificat de capacité à mariage qui pose de nombreux problèmes dans un certain nombre de pays compte tenu de la difficulté des états civils. Nous voyons aujourd'hui des familles qui sont séparées parce qu'elles n'ont pu avoir ce certificat et donc n'ont pas pu se marier, ou bien après mariage, la transcription met des années et les familles sont séparées. Est-ce qu'il ne serait pas temps de supprimer ce certificat de capacité à mariage lors de ce texte, de manière à permettre aux familles potentielles ou aux familles mariées de vraiment vivre ensemble dans tous les cas? Merci, Monsieur Lecomte. Monsieur Cointat. Oui, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, vous avez reconnu tout à l'heure que des débats de société sont des débats qui sont à la fois passionnants, intéressants, mais délicats. Et je dois vous dire, et je peux vous assurer que dans ce domaine, si je me laisserais inspirer par mes convictions personnelles, je ne me laisserai pas guider par celles-ci, dans la mesure où je ne vois pas pourquoi et de quel droit, en tant que législateur, je voudrais imposer ma vision des choses aux autres. Donc c'est avec une preuve de plus grande tolérance et d'ouverture que j'aborderai ce débat. Mais j'ai une question plus technique à vous poser, et qui est dans la suite de celle qu'a posée mon ami Jean-Yves Lecomte, car je suis également, comme lui, représentant des Français établis hors de France. On parle très souvent dans des États qui ont soi-disant le mariage, de mariage, alors qu'en réalité, ce ne sont que des unions civiles. Or, vous avez évoqué le problème de la transcription des actes. Comment allez-vous faire si dans un pays où ce n'est pas véritablement selon le droit le mariage, mais l'union civile, pour transcrire en droit français l'acte qui s'est produit? Pourquoi? Parce que dans votre texte, vous nous prévoyez que l'union libre qui existe déjà, le Pacs qui existe déjà, et le mariage qui sera étendu. Mais vous ne prévoyez pas, comme certains pays, un régime intermédiaire qui s'appelle l'union civile. Donc moi, j'aimerais bien savoir comment cela va se produire, cette transcription, alors qu'il peut y avoir, non pas de conflit de loi, mais une inadaptation des deux lois, celle du pays où a lieu le mariage et celle de la France. Merci. Merci, Monsieur Cointat. Madame Kukierman. Oui, Mesdames les ministres, merci de vos propos. Je crois en tout cas, cela a déjà été dit, et puis nous avons eu à travers de nombreuses auditions maintenant de faire part de la satisfaction en tout cas de l'existence de ce texte, un texte qui était attendu, qui a été annoncé dans la campagne électorale du président de la République, que peut-être certains auraient pu souhaiter en tout cas voir arriver plus tôt, mais qui arrive aujourd'hui et qui, je crois, a fait naître un véritable débat
à l'Assemblée nationale, nous l'avons suivi, mais plus largement dans notre pays. Parfois même, je crois, et quand on discute avec tout un chacun qui a un petit peu occulté d'autres actualités, et je crois qu'il est aussi temps que nous puissions aboutir sur le vote de cette loi pour effectivement retrouver de la sérénité, permettre aux personnes homosexuels de pouvoir accéder à ce droit qui est celui du mariage. Mais je le disais, en ouvrant ce débat, il est apparu l'expression de réalités qui sont aujourd'hui vécues par, certes, ce n'est pas une majorité, mais des femmes, des hommes, en nombre non négligeable cependant. J'ai envie de dire également, pour les distinguer, des filles et des garçons. Je crois que ce que Jean-Pierre Michel a dit est vrai et très juste. C'est-à-dire on peut avoir des principes, il nous faut avoir des principes, il nous faut garantir des droits, mais nous devons aussi, en tant que femmes et hommes politiques, prendre en compte les réalités qui existent et à partir de là, les encadrer et protéger, en tout cas, celles et ceux qui aujourd'hui sont dans notre pays. C'est, je crois, l'objectif que nous nous fixons, en tout cas pour le plus grand nombre. Je crois que ce débat traverse les générations. Il en appelle d'autres, vous l'avez dit. Je souhaite que les débats suivants soient pris avec le temps nécessaire, mais qu'ils puissent aboutir, que nous puissions avoir effectivement un texte sur la famille qui pose la question de la filiation, qui pose la question de l'adoption, qui pose la question de la procréation et qui pose ces questions sereinement, mais en tout cas pour aboutir le plus rapidement possible, dans la limite bien évidemment du raisonnable. Précipitation n'est pas raison ici encore. En tout cas, c'est pour mon groupe, le groupe CRC. Personnellement, je ne ferai aucun suspense sur nos positionnements. Nous serons un certain nombre, effectivement, à porter ce débat dans le cadre des 2 semaines que nous aurons au Sénat, à apporter, y compris à travers un certain nombre d'amendements, un certain nombre de questions et d'actes forts pour les textes à venir. Je crois en tout cas que dans la logique qui est celle que vous avez présentée, pour une grande majorité, nous soutiendrons ce texte qui, je crois, finalement, et j'ai été très surprise parfois de la violence de certains propos, notamment dans les médias et à l'issue de certains rassemblements publics, parce que finalement, ce texte, son objectif n'est de rien imposer, mais de garantir et d'ouvrir des droits nouveaux à celles et ceux qui aujourd'hui n'en ont pas et de pouvoir les protéger. Tel est l'objectif de ce texte et je crois que c'est dans ce sens en tout cas que nous le soutiendrons parce que nous défendons ces valeurs progressistes d'égalité pour toutes et pour tous. Merci Madame Cukierman. Monsieur Darniche. Merci Monsieur le Président. Mesdames les ministres, je voudrais en préambule des 2 sujets que je voudrais évoquer, simplement un peu pour répondre à notre collègue Madame Cukierman, dire que les auditions se sont passées dans un climat tout à fait respectueux et qu'à aucun moment il n'est apparu une notion d'homophobie de la part de quiconque. Et les rassemblements, ça peut être autre chose, mais en tout cas, je suis serein quant au débat très sérieux et très responsable qui aura lieu pendant l'étude de cette loi. Je voudrais, en vous disant que je suis extrêmement favorable sur le problème d'un texte nouveau concernant l'adoption simple ou adoption plénière, car il y a sur ce point un vrai sujet et comme l'a dit le rapporteur, notre collègue Michel, et comme vient de le dire notre collègue Gélard, c'est un sujet essentiel. Moi, je voudrais simplement dire 2 choses. La première, ça concerne l'égalité. Je pense que je me demande si le thème de l'égalité, vous avez prononcé, Madame la Ministre,
ce mot, c'était le troisième mot sorti de votre bouche concernant ce texte, ce souci d'égalité. Je me demande si ça n'est pas un piège. Et je me demande si ça n'est pas un piège. Je voudrais avoir votre sentiment sur ce point sur lequel vous avez exprimé beaucoup de certitude. Car l'égalité, n'est-ce pas de traiter de façon identique des choses identiques? Est-ce qu'un couple qui se reproduit est identique à un couple qui ne peut pas se reproduire? Est-ce que l'égalité consiste à traiter également des situations identiques? Je voudrais avoir sur ce point, qui semble faire sourire quelques collègues, je voudrais avoir votre sentiment. Le deuxième sujet concerne le problème des origines. C'est un problème auquel nous sommes, dans nos responsabilités locales, très fréquemment saisis par des personnes qui souffrent toute leur vie du fait de ne pas connaître leurs origines. On l'a, après l'audition que nous avons eue de Madame Roudinesco, qui était une belle audition intellectuellement, mais pour laquelle je ne partageais pas tous les avis affirmés, je voudrais dire que ce problème d'égalité des origines est essentiel parce que en allant vers le test que vous nous proposez, nous allons augmenter certainement considérablement le nombre de personnes, enfants d'abord, adolescents ensuite et adultes au final, qui devront chercher leurs origines par rapport au nombre que nous avons actuellement. Et donc, ça sera de la responsabilité de l'État d'avoir aggravé une situation qui est une situation déjà très douloureuse. Est-ce vraiment ce que doit faire un État dans ce domaine-là, ou que pensez-vous nous dire par rapport à ce problème de la recherche des origines? Voilà les deux sujets essentiels que je voulais aborder. Merci, Monsieur Darniche. Madame Benbassa. Je vais être très brève. Madame la ministre de la Famille, pourriez-vous nous dire à peu près à quelle époque le gouvernement compte mettre en place la concertation sur la famille et élaborer cette loi? Il était prévu que ce texte soit prêt au printemps et il me semble que le printemps sera insuffisant pour arriver à bout. Et quand pensez-vous que nous pourrons discuter de la PMA, de la GPA, etc. J'attends des dates. Voilà. Merci beaucoup. Savoir si c'est le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Bien. Alors, merci Madame Benbassa. Monsieur Le Serre. Oui, Mesdames les ministres, Monsieur le Président, ma question n'a rien d'original. Ma question porte effectivement également sur la PMA et la GPA, qui sont un peu, si vous voulez, ce qu'était l'Alsace-Lorraine entre 71 et 1914, c'est-à-dire y penser toujours, n'en parler jamais. Et je reprendrai ce qui a été dit par notre rapporteur, Jean-Pierre Michel, sur les professeurs de droit qui ont été effectivement audités. Alors, comme nous étions beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui pour les auditer, je n'ai pas trop de scrupules à lire une partie de ce qu'ils nous ont dit. Aussi bien M. Daniel Borillo, qui s'est déclaré clairement favorable, effectivement, à la réforme, que M. Jean Hauser, qui me semble beaucoup plus réservé sur cette réforme. Que dit M. Borillo? Il dit, je le cite, « L'égalité suppose l'accès à toutes les formes de filiation pour tous les couples, ce qui comporte l'accès à la PMA. Je suis également favorable à l'accès à la GPA pour tous les couples, comme l'avait proposé un rapport du Sénat en 2008 pour les couples hétérosexuels. » Il poursuit, « La discrimination actuelle est fondée sur l'argent. Les femmes seules ou les couples homosexuels qui ont de l'argent peuvent aller en Belgique ou aux États-Unis. En Californie, une GPA revient à 40 000 $. Ceux qui ne les ont pas restent dans le cadre strict de la loi française. » Que dit M. Jean Hauser? M. Jean Hauser constate que le marché de l'adoption est à peu près asséché. Il en conclut que si ces couples nouveaux, donc les couples entre personnes de même sexe, qui veulent obtenir des enfants, inévitablement, ils vont chercher à les faire eux-mêmes, en recourant à la procréation médicalement assistée. Je ne suis pas un fanatique de la modification de la loi sur la PMA, mais elle est inéluctable. Il ajoute, autre exemple, l'insémination artificielle avec donneur serait autorisée dans les couples de femmes, soit, mais on sort alors du cadre de la stérilité pathologique. On entre pour ce type de couple dans la PMA de convenance. Comment la refuser aux autres? Comment expliquer que nous sortons de la PMA pour raison médicale pour les uns et pas pour les autres?
il faudra ouvrir, comme dans certains États américains, la PMA de convenance pour tout le monde. Et de même sur la PMA, sur la GPA, il nous dit que l'enfant n'est pas le cheval de Troie des fraudes à la loi, que la gratuité en matière de GPA, c'est une plaisanterie. Il y aura bien quelques grands-mères, quelques sœurs, puis très vite, il y aura une rémunération. Donc ce qui me gêne beaucoup, si vous voulez, ce qui fait que moi je suis de ceux qui n'ont vraiment aucune hostilité, bien au contraire, au mariage entre personnes du même sexe. Ça me paraît être une liberté supplémentaire, un droit supplémentaire que l'on accorde aux uns sans retirer quoi que ce soit aux autres. Mais il me semble que si j'accepte à la fois le mariage et l'adoption, inéluctablement, selon effectivement des autorités en matière juridique de tendances différentes, je serai amené à accepter la PMA, la GPA, par simple convenance, c'est-à-dire une certaine forme de marchandisation des corps que je refuse. Alors comment peut-on faire, mesdames les ministres, pour que cet engrenage ne se mette pas en route? Merci, Monsieur Le Serre. Monsieur Daudigny. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame les ministres, pour les présentations de ces textes. Je soutiendrai sans réserve le projet devenu maintenant la petite loi. Ma question est toute simple. D'autres pays avant la France ont pratiqué, ont décidé donc le mariage de couples de même sexe. Je pense bien sûr à la Belgique depuis 8 ans, à l'Espagne depuis 6 ans. Donc des enseignements peuvent-ils être tirés ou ont-ils été tirés donc des pratiques dans ces deux pays, alors voisins de la France évidemment géographiquement, mais tout de même non plus pas très éloignés en matière de mode de vie. Merci Monsieur Daudigny, Madame Tasca. Oui, merci Monsieur le Président. D'abord, je voudrais vous dire, Mesdames les ministres, que vous avez été très sages en distinguant ce texte et celui qui est actuellement à venir et dont nous n'avons pour le moment débattu que très partiellement. Je pense que c'était très sage de distinguer le texte sur lequel nous allons avoir à prendre maintenant nos responsabilités, parce que même en l'état, ce texte ouvre des questions sur lesquelles il va nous falloir réfléchir, ne serait-ce que la question de l'adoption. Le mariage, pour moi, mais je crois pour vraiment beaucoup, ne pose aucun problème puisqu'il s'agit d'un contrat entre deux adultes et que là-dessus, c'est non seulement une reconnaissance de l'égalité, mais c'est une liberté. En revanche, la question de l'adoption, dès ce texte, pose problème. Et je crois qu'il faudrait que nous apportions des réponses à ces questions. On l'a dit, dans la majorité des cas, l'adoption sera une adoption intrafamiliale, chacun pouvant adopter l'enfant de son conjoint. Et ça, c'est éminemment souhaitable. C'est pour l'enfant élevé dans ce cadre une sécurité réelle que d'avoir les deux parents. En revanche, comme on le fait en l'état du droit de l'adoption, on garde la distinction entre l'adoption simple et l'adoption plénière. Et je pense qu'il y a là un véritable problème que nous devrons nous poser dès l'examen de ce texte. L'adoption plénière, c'est quand même une façon, je dirais, ça s'inscrit dans l'histoire du droit de propriété, finalement, l'adoption plénière. Puisque lorsqu'on a la chance donc, de pouvoir adopter un enfant, il devient pleine propriété de ses nouveaux parents. Moi, dans le monde moderne, ça me choque, cette façon de voir la question de l'adoption. Et donc, je voulais quand même l'évoquer. Et puis, je ferai une deuxième remarque, mais qui devrait nous guider pour le deuxième débat, pour le deuxième texte. Quand même, depuis le début de la discussion sur le mariage ouvert à tous, on a un peu l'impression d'être au pays des bisounours. Les couples homosexuels ne seront ni pires ni meilleurs que les couples hétérosexuels. Ce qui est difficile à vivre, c'est le couple, c'est la famille, quelle que soit l'orientation sexuelle. Et je pense que quand on s'attaquera à repenser la famille, il faudra peut-être sortir de cette vision assez angélique qui a guidé le débat jusqu'ici
et s'attacher à bien travailler les protections de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, c'est le désir des adultes qui fait la loi, finalement, qui crée le droit. Donc, à partir du moment où nous ouvrons les horizons, comme beaucoup semblent le souhaiter, il faudra se poser très sérieusement la question de la protection des enfants. Merci Madame Tasca. Bon, nous avons entendu tous ceux et toutes celles qui l'ont demandé. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Je crois que déjà il y a eu beaucoup de questions de poser. Donc, s'il n'y a pas d'autres demandes, je remercie tous les collègues qui sont intervenus et je donne la parole d'abord à Madame Christiane Taubira pour répondre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénatrices. Et d'abord, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure pour avis, pour vos exposés et pour les questions qui vont toutes directement au fond, non seulement du texte, mais au fond des sujets que nous abordons. Je parcours, j'espère n'oublier personne. J'ai surtout pris note des observations, des remarques et des intentions énoncées par Monsieur le rapporteur sur le fond, Monsieur le sénateur Michel, et par les indications complémentaires fournies par Madame la rapporteure pour avis de la Commission des affaires sociales. Sur les amendements, donc je crois qu'ils ne sont pas encore disponibles, si j'ai bien compris. En tout cas, il semble qu'il y ait en tout cas un certain nombre d'amendements dont vous avez un peu connaissance du contenu provenant de l'Association des maires de France, si j'ai bien compris. Monsieur Pélissard nous a présenté 3 amendements. Voilà, tout à l'heure. D'accord. Donc, oui. De toute façon, dès que là, je le supputais. Le premier a été adopté à l'Assemblée. Le deuxième permet de légaliser ce qui est une pratique, à savoir que l'on confie aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués le soin de procéder au mariage à l'avance et on n'applique pas. Bon, voilà. Et le troisième, c'est pour donner au procureur de la République la possibilité d'enjoindre un officier d'état civil de procéder au mariage. Voilà. C'est les seuls amendements dont nous avons parlé, puisqu'ils ont été présentés par l'Association des maires de France. Mais nous examinerons en commission des lois, je ne sais pas quand ce sera en commission des affaires sociales, mais en commission des lois le 20 mars, le texte, et vous, ce sera le 19. Donc, les amendements seront déposés avant le lundi précédent. Donc, nous avons encore 3 semaines pour faire nos amendements, pour y réfléchir. Nous sommes encore en amont, Madame la Ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, je réponds, en tout cas, je vais faire du mieux possible pour répondre aux questions posées par Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Donc, Monsieur le sénateur Gélard, vous avez éveillé notre curiosité, peut-être même notre gourmandise, en nous promettant des propositions de la part de l'UMP. Donc, nous les attendons avec la plus grande impatience. Vous avez exprimé votre conviction qu'il faut revoir le système de l'adoption, ce qui est un avis manifestement partagé. C'est vrai que notre droit de l'adoption a été un peu construit par paliers, en tenant compte d'une chose qui me paraît extrêmement importante, c'est ce que les juristes appellent la vérité sociologique. Donc il y a eu des moments historiques où l'adoption, par exemple, a été ouverte à des personnes célibataires, parce que la réalité sociologique du pays justifiait que l'on permette à des femmes seules, notamment, de pouvoir adopter des enfants qui correspondaient aux conditions d'adoption. Et puis, la loi sur l'adoption a été modifiée, enrichie, notamment en 1966, pour bien construire l'adoption plénière et en déduire l'adoption simple. Mais je partage très très volontiers l'idée qu'il faudrait peut-être revoir et penser dans sa cohérence et dans son intégralité notre droit sur l'adoption. Je pense que c'est un chantier que nous aurons l'audace d'ouvrir assez prochainement. Vous avez fait observer en égratignant le ministère des Finances qui a le malheur d'être toujours à la recherche de recettes. Donc vous avez évoqué le régime différencié.
entre les héritiers provenant d'adoption simple des héritiers provenant d'adoption plénière. C'est vrai que pour l'héritier provenant d'adoption plénière, il y a une exonération de droits jusqu'à 650 000 €, alors que les droits sont majorés pour l'héritier provenant d'adoption simple, en sachant qu'en plus l'adoption simple est d'une sécurité juridique moindre, puisqu'elle peut être résiliée notamment. Donc tout cela plaide, ça fait partie des arguments qui justifient la nécessité de revoir en profondeur le droit sur l'adoption. Vous m'interrogez sur une phrase que j'ai prononcée en disant qu'au contraire, dans ce texte, certaines dispositions introduites portent bénéfice pour les couples hétérosexuels. Je peux vous en citer deux. Par exemple, la disposition qui consiste à élargir à la résidence des parents des futurs conjoints ou futures conjointes, des candidats au mariage, le lieu de résidence pour faire célébrer le mariage. C'est une disposition qui avait d'ailleurs été adoptée dans un texte de loi il y a 2 ans. Voilà, c'est un texte sur les contentieux et qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. Nous étions réticents, pour vous dire les choses très clairement, le gouvernement a été réticent à cette extension parce que nous craignions qu'elle soit lue comme étant un assouplissement à l'égard des mairies qui ne souhaiteraient pas célébrer le mariage des couples de même sexe. Nous ne voulions pas donner un message contradictoire puisque le gouvernement s'était très clairement engagé à ouvrir l'institution du mariage en tant que telle, à la fois avec ses obligations, ses droits, ses sécurités, ses protections, mais aussi avec sa charge symbolique, l'ouvrir en tant que tel aux couples de même sexe. Nous ne voulions pas envoyer un signal contradictoire en disant mais il y a des endroits où on pourra leur dire allez vous marier dans la commune voisine. Donc nous avons eu des discussions là-dessus et nous avons, c'est d'ailleurs un amendement de l'opposition qui a été adopté mais que nous avons sous-amendé en précisant que seuls les époux peuvent demander une autre résidence, que ce ne soit pas le maire qui puisse dire je ne vous marie pas ici, allez trouver une autre résidence. Donc ça c'est un aménagement qui profitera aux couples hétérosexuels qui peuvent, voilà, ça élargit le choix des résidences. Une autre disposition ne vous plaît pas beaucoup? Oui. Oui, parce qu'elle a quand même donné lieu à des débats, hein, je peux vous assurer, ça a duré un peu quand même. Une autre disposition, c'est l'adoption, sur l'adoption, qui concernera aussi les couples hétérosexuels qui adoptent, parce que je rappelle que dans le Code civil actuellement, il y a la filiation au titre 7 et puis il y a la filiation adoptive au titre 8. Et jusqu'à aujourd'hui, cette filiation adoptive concernait les couples hétérosexuels. Nous avons enrichi comme l'adoption en permettant une adoption plénière pour un enfant qui est déjà adopté plénièrement. De même que nous permettons une adoption simple sur un enfant déjà adopté en adoption simple. Ce sont des dispositions que nous avons introduites dans ce texte-là, mais qui serviront aux couples hétéroparentaux qui adoptent des enfants. Voilà des exemples. Il n'existe pas d'exemple où nous retirons quoi que ce soit aux couples hétérosexuels. Il y a une réflexion possible sur la disposition générale concernant le nom patronymique, mais ce n'est pas un retrait, ce n'est pas une soustraction. Par contre, il y a incontestablement ces 2 dispositions qui serviront également aux couples hétérosexuels. Monsieur Lecomte, alors vous avez sur le mariage est possible, 2006, capacité de mariage. Je vous rappelle simplement que les Français sur les mariages qui peuvent être, vous faisiez référence à la dérogation à la loi personnelle. Il ne s'agit pas pour des étrangers de venir se marier en France par convenance, dans la mesure où la condition de résidence est réaffirmée dans le texte de loi. Donc ce serait un étranger qui épouserait un Français, mais qui prouverait sa résidence régulière en France. Donc il y a eu effectivement, lors des débats, des interrogations sur les risques de tourisme nuptial, mettons-y des guillemets, mais nous ne sommes pas dans ce cas de figure parce que la condition de résidence est maintenue et à l'occasion de ce texte de loi, elle est même réaffirmée.
Sur le certificat, j'entends votre interrogation. Je pense que elle peut se poser. Sans doute que cela se pose dans des cas précis. Alors, je rappelle quand même que, y compris ici un mariage entre une Française et une étrangère, un Français et un étranger, comme pour les couples hétérosexuels, il y a les conditions prévues par le Code civil. Donc, notamment les conditions de consentement et notamment les conditions d'âge. Et je rappelle que si ces conditions ne sont pas remplies, même si le constat est fait après le mariage, ce sont des conditions de nullité du mariage. Voilà. Par conséquent, lorsqu'on est dans ces cas-là, de même... Même quand des mariages sont notoirement acceptables au titre du droit français, un certain nombre de consulats qui mettent énormément de temps. Moi, j'ai vu énormément de couples qui, 1 an et demi à 2 ans après leur mariage, n'ont pas la transcription et ne peuvent pas vivre en France. Où les familles sont séparées. Et donc, le problème du certificat de mariage et du temps pour l'obtenir, ou bien lorsqu'on ne l'a pas, la transcription derrière, parce qu'effectivement, il y a des choses à faire derrière, sont très problématiques dans un certain nombre de consulats. Oui, je pense que vous avez parfaitement raison de faire ce signalement-là, qui n'appelle pas de disposition législative. Vous en êtes absolument persuadé, sauf si il y aurait des signalements qui me seraient faits, en tout cas une affirmation contradictoire qui me serait faite, mais je crois que ça n'appelle pas de disposition législative. Il faut qu'on voit au niveau des procédures et des pratiques, éventuellement, et peut-être des pays particulièrement concernés, éventuellement. Oui, à mon avis, ça relève de ça. Monsieur Cointat, débat de société passionnel, oui, j'admets, c'est toujours passionnel, mais c'est passionnant aussi, pour tout dire. D'ailleurs, parce que oui, chacun avance aussi, chacun s'interroge un peu plus profondément lui-même. J'apprécie votre entrée en matière en indiquant que ce n'est pas sur la base de nos seules convictions personnelles que nous écrivons le droit. Je crois que c'est effectivement essentiel. Et la grande vertu des législateurs, femmes et hommes, c'est justement de s'élever au-dessus de leurs propres élans et de légiférer selon l'intérêt général, selon l'intérêt commun. Et cela, je crois que c'est ce qui honore le plus les législateurs. Pour la transcription des actes venant d'autres pays, notamment sur l'union civile, le registre d'état civil transcrit les actes de mariage. L'union civile n'est pas un acte d'état civil, donc il ne fait pas l'objet de transcription. Par conséquent, nous ne serons pas confrontés à ce problème, même si dans d'autres pays, un type d'union civile différent de notre pacte de solidarité existait. Il n'y a pas lieu de se préoccuper de la transcription dans l'état civil. En tout état de cause, même pour le mariage, je le rappelle, ce sont les articles 175, notamment 7 et 5 du Code civil, qui définissent bien les conditions dans lesquelles il y a transcription d'un mariage qui a été célébré à l'étranger. Alors par contre, et notamment dans des pays nordiques, il y a des pays où le mariage est religieux. Mais voilà, vous m'attendiez là, vous m'attendiez là. Sauf que ces pays produisent des conséquences à caractère civil parce que c'est l'État qui a délégué à l'autorité religieuse la compétence, en tout cas l'autorité pour célébrer ces mariages. Donc dans ce cas-là, l'État a délégué une autorité mais qui produit des conséquences civiles. C'est déjà le cas pour des mariages hétérosexuels, ce sera le cas pour les mariages homosexuels. Alors, pour vous dire que comme nous pensons que, comme vous, législateurs sérieux, que 2 précautions valent mieux qu'une, nous avons procédé à des vérifications et nous attendons des retours. Nous avions fait de premières vérifications qui nous permettaient de dire ce que je viens de vous dire. Mais nous avons par précaution, donc d'ici au débat public au Sénat, nous aurons confirmation ou infirmation éventuellement. S'il y a infirmation, évidemment, vous le ferons connaître parce qu'il est hors de question que nous introduisions dans notre Code civil des dispositions qui seraient sujettes à caution et qui ne permettraient pas le strict respect des articles actuels du Code civil. Monsieur Darniche, sur est-ce que l'égalité est un piège ? Non, parce que la définition que vous avez donnée tout à l'heure, c'est la définition de la discrimination ou de la non-discrimination.
L'égalité, c'est celle qui consiste à considérer que les citoyens, tout citoyen, quelle que soit son apparence, ses origines, ses croyances, et donc son sexe, forcément, on y pense de moins en moins, et ses orientations sexuelles, son orientation sexuelle, quel que soit tout cela, il reste un citoyen. Et c'est ça l'égalité, c'est-à-dire ne pas créer des zones de non-accès à des droits sur la base d'une de ses particularités, que ce soit l'apparence, que ce soit la croyance, ou en l'occurrence que ce soit l'orientation sexuelle. C'est en tout cas notre conviction, et c'est celle qui a fondé la formulation que cette ouverture du mariage au couple de même sexe et de l'adoption au couple de même sexe est un acte d'égalité. Mais j'entends qu'il puisse y avoir d'autres appréciations. Madame la sénatrice Benbassa, vous êtes adressée très directement à Madame la ministre de la Famille, donc elle vous apportera des réponses. Monsieur le sénateur Le Cerf, vous avez cité donc deux professeurs, le professeur Bourillot et le professeur Rosaire, en nous disant que le premier est très clairement favorable et voit un enchaînement logique à l'étape PMA et l'étape GPA. Le second, plus réticent, voit néanmoins le même enchaînement logique. Et vous nous demandez surtout quelles dispositions nous pourrions prendre, envisager pour éviter cet engrenage. Alors, là, sur l'assistance médicale à la procréation, Madame la ministre de la Famille vous répondra sur la façon dont le texte famille abordera ce sujet, mais il est incontestable que le sujet sera abordé parce qu'il est lié effectivement à la possibilité, à une forme de filiation, et donc à la possibilité de s'interroger sur cette assistance médicale à la procréation qui aujourd'hui est réservée aux couples hétérosexuels mariés ou non mariés stables sous deux conditions non cumulatives médicales, donc l'infertilité médicalement assistée ou le risque de transmission d'une maladie héréditaire grave. Il y a à s'interroger effectivement sur l'extension éventuelle de cette assistance médicale à la procréation à des couples homosexuels et éventuellement d'ailleurs aux femmes célibataires, parce que tous les pays qui ont ouvert l'AMP aux couples femmes homosexuelles l'ont ouverte également aux femmes célibataires. Donc le sujet est là, il fera débat, il sera traité d'ailleurs, vous le savez, par le Conseil consultatif national d'éthique qui s'est auto-saisi du sujet et qui a annoncé son rapport pour le mois d'octobre. Mais Madame la ministre de la Famille ira plus loin. Pour ce qui concerne la GPA, la gestation pour autrui, vous savez que dans notre code, dans notre droit, nous avons le principe de l'indisponibilité du corps humain, hein, c'est l'article 16.1 du Code civil, et qui est indiqué comme étant un principe d'ordre public. C'est-à-dire que c'est un principe absolu qui n'entend aucune exception. Donc, pour répondre à votre question sur l'engrenage, il y a des traitements différenciés entre l'assistance médicale à la procréation et la gestation pour autrui. À partir du moment où la gestation pour autrui, et c'est la position du gouvernement, très claire et très ferme, demeure un principe d'indisponibilité du corps et d'ordre public, c'est le barrage à l'engrenage. C'est le barrage à l'engrenage. Je me permettrai de rappeler simplement que dans cette très honorable maison, il y a une proposition de loi de sénateurs qui sont favorables à la gestation pour autrui et qui sont des sénateurs UMP dont je pense qu'ils ont commencé à débattre du sujet. Mais il y a deux séparées, deux différentes. D'accord, voilà. Donc, moi, je pense que de toute façon, les sujets de société doivent faire l'objet de débats. Même s'ils entraînent beaucoup de passion, ils doivent faire l'objet de débats. Nous devons avoir le courage de les affronter. Il n'y a pas de sujets de société qui doivent être considérés comme absolument inaccessibles à notre intelligence collective. Notre droit pose des principes, ces principes doivent être respectés. Ça n'interdit pas des discussions et des débats sur les sujets. Pour ce qui concerne la position du gouvernement, je vous dis très clairement, la GPA, c'est un principe d'ordre public, un principe absolu, c'est l'indisponibilité du corps humain, et le gouvernement n'envisage pas du tout de l'ouvrir. Monsieur
Monsieur le sénateur Daudigny sur la Belgique et sur l'Espagne. Alors, nous avons regardé effectivement un peu ce qui s'est passé en Belgique et en Espagne ces dernières années. L'Espagne, ça fait 7 ans. La Belgique, ça fait pas loin d'une dizaine d'années maintenant. Pour ce qui concerne les mariages couples de couples de même sexe, il y a à peu près 2, à 2,5% par rapport à la totalité des mariages. On estime que nos sociétés étant à peu près proches culturellement et sociologiquement, nous devrions avoir à peu près aussi cette fourchette-là, mais le gouvernement s'interdit toute projection. C'est juste un repère, un ordre de grandeur. Donc, c'est à peu près ce qui s'est passé. Sur les adoptions, il y a eu des adoptions, y compris internationales, qui ont été accordées à des couples de même sexe en Belgique. Mais le nombre d'adoptions n'est pas très élevé. Je pourrais vous le communiquer, je n'ai plus très précisément en tête, mais il n'est pas très, très élevé. Madame la sénatrice Tasca, l'adoption suscite des interrogations, cela se conçoit effectivement. Je rappelle que notre droit civil est conçu de telle façon que le mariage emporte l'adoption. Le gouvernement s'est engagé sur la base de l'engagement du président de la République à ouvrir le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. Il a tenu à ne pas réduire cet engagement, donc à ne pas concevoir un régime matrimonial réservé aux couples de même sexe, mais bien ouvrir le mariage avec ses conséquences, dont l'adoption. Nous entendons que ça suscite des interrogations. Nous disons simplement qu'il existe déjà des familles homoparentales avec des enfants, soit parce qu'il y a un enfant qui a un parent biologique dans le couple, soit parce qu'un des membres du couple a adopté en qualité de célibataire. Ces enfants existent dans ces familles. Et ce qui nous importe en priorité, c'est de leur apporter la sécurité juridique qui est due à tous les enfants de France. Et le mariage apporte cette sécurité juridique, y compris en cas de divorce, parce que je partage votre avis. Il n'y a aucun élément, ni statistique, ni scientifique, ni empirique, qui nous permette de penser que les couples homosexuels seront plus raisonnables, notamment dans la séparation et le divorce, que les couples hétérosexuels, qui ont une propension assez forte à se déchirer à ces moments-là. Donc, le fait de faire intervenir le juge protégera les enfants qui sont déjà dans ces familles et qui bénéficieront d'un régime qui veillera à ce que leur intérêt soit préservé, aussi bien dans le maintien éventuel des relations avec le parent qui n'aurait pas la garde, que dans le partage des responsabilités et dans la préservation générale de son intérêt affectif et matériel. Je rappelle par ailleurs que l'adoption est ouverte aux couples de même sexe dans les mêmes conditions que pour les couples hétérosexuels. Et nous savons que aussi bien notre droit que nos procédures sont extrêmement rigoureux, restrictifs même, et considérer aussi bien le droit que la procédure, plus encore la procédure, comme étant extrêmement contraignant. Donc c'est dans les mêmes conditions, et je rappelle que le Code civil d'ailleurs indique très clairement, article 353, que l'adoption doit être prononcée selon l'intérêt de l'enfant. Non seulement les dispositions de la Convention internationale du droit de l'enfant s'imposent à nous, mais en plus, notre droit civil lui-même dit bien que le juge prononce, parce que la première procédure, c'est le Conseil général qui attribue l'agrément après une enquête que certains considèrent d'ailleurs comme étant particulièrement intrusive. Et ensuite, c'est le juge qui prononce l'adoption après avoir vérifié que c'est l'intérêt de l'enfant. Donc voilà, c'est quand même dans ces conditions-là que des enfants sont adoptés par des couples homosexuels et mariés. Donc, et je crois que nous avons des sécurités en la matière, même si ça n'assèche pas complètement les interrogations qui sont de notre ordre, bien entendu. Voilà, j'ai entendu les observations sur le droit de propriété. Je ne sais pas s'il y a une trace ou une empreinte quelconque du droit de propriété sur l'adoption plénière. Je pense qu'il y a une sécurité dans l'adoption plénière. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur le fait que l'adoption plénière efface la filiation d'origine pour la remplacer par la filiation adoptive, mais en même temps, elle est irrévocable, donc elle protège les enfants.
Et bon, je crois que la démarche d'adoption, compte tenu notamment de ces difficultés, la démarche elle-même en soi, par sa nature, mais en plus, compte tenu de ces difficultés, je crois que c'est une démarche qui montre bien qu'on n'est pas dans l'égoïsme ni dans le caprice. C'est une démarche qui ne peut être que nourrie par un projet parental. Alors, je ne suis pas en train d'idéaliser, mais je crois que pour les adoptants, qu'il s'agisse de couples hétérosexuels, parce que rappelons que quand même la majorité des adoptions sont faites par les couples hétérosexuels, qu'il s'agisse de couples homosexuels, il y a une démarche volontariste, il y a une patience, il y a le fait de se soumettre à ces investigations, il y a le fait d'accepter toutes ces procédures. Donc je crois qu'il y a une démarche avec un projet parental. Bon, il peut y avoir des égoïstes, il peut y avoir des capricieux, mais je ne crois pas qu'on puisse dire que de façon générale, il y a une démarche d'appropriation, de propriété, presque de confiscation. Voilà, en tout cas, je veux espérer, et je me dis en plus que même si c'était le cas, élever un enfant au quotidien, c'est quand même donner de l'amour, on résume bien sûr, mais c'est affronter des difficultés, c'est se contraindre, c'est réorganiser sa vie. Bon, je crois que si on tient la distance, c'est qu'il doit y avoir quelques belles raisons aussi, quand même, et pas seulement des raisons de propriétaire. Voilà, en tout cas, je veux y croire. Pardon, je crois que j'ai été un peu longue, je vous demande de m'en excuser. Pas du tout. Merci pour vos réponses, Madame la Ministre. Et nous donnons tout de suite la parole à Madame la Ministre Dominique Bertinotti. Bien, merci beaucoup. Je vais répondre sur des choses qui ne feront pas partie de la loi dont nous débattrons, mais je vais y répondre bien volontiers parce que toutes les questions que vous avez soulevées sont des questions fondamentales. Je le disais dans mon propos introductif, après tout, moi je le saisis comme une formidable opportunité que cette loi pose toutes ces questions. En même temps, je mets en garde sur le fait que ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Que l'on se pose les questions d'adoption, de filiation, de PMA, de recherche des origines, c'est des questions fondamentales et ce n'est pas le ministre de la Famille que je suis qui vous dira le contraire, et je me félicite qu'enfin on puisse les aborder et les aborder de façon sereine. Mais je tiens à dire aussi qu'elles sont indifférentes de la question de l'orientation sexuelle du couple. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on soit très clair. Il ne peut pas y avoir un discours qui s'impose parce que les couples seraient homosexuels et qui ne s'imposerait pas parce que les couples seraient hétérosexuels. Donc je pense que là, c'est quelque chose que je souhaitais véritablement préciser. Alors effectivement, c'est pour cela que le souhait du gouvernement étant d'aborder dans la loi qui vous est présentée l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe, stricto sensu, effectivement, les questions que vous soulevez ne seront pas abordées dans le cadre de cette loi, mais dans le cadre d'une loi, alors qui est appelée pour l'instant loi famille, effectivement, qui tournera autour des questions de filiation, bien évidemment, c'est-à-dire des nouvelles filiations et donc des nouvelles parentalités. Vous posiez à ce titre-là plusieurs questions. Sur la filiation biologique, la filiation sociale, c'est déjà une réalité. Quand je disais un enfant sur 9 vit dans une famille recomposée, nous avons des enfants qui, dès le plus jeune âge, sont élevés à la fois par un parent biologique et par un parent qui n'est pas le deuxième parent biologique, mais qui aujourd'hui n'a aucun statut. Et qui, du coup, là aussi, on demande à la fois que la société ait des repères, mais pour le coup, le droit reconnaît insuffisamment ou très mal aujourd'hui ce parent dit social qui pourtant est confronté à des difficultés de vie quotidienne très ordinaires. Un parent social ne peut pas faire partie des responsables d'une fédération de parents d'élèves au titre de l'enfant qu'il contribue à élever avec sa compagne ou son compagnon selon les situations. Donc on voit bien que
là aussi, la réflexion qui devra se faire autour de ces situations vise à aller dans le sens d'une sécurisation juridique et d'une protection à la fois pour l'enfant et pour l'adulte. Vous posiez aussi la question de l'adoption. J'ai envie de dire, enfin, on est en train de regarder l'adoption telle qu'elle se pratique aujourd'hui. Aussi bien l'adoption internationale avec la restriction tout à fait substantielle et numérique de l'adoption internationale qui est liée à des facteurs inhérents aux pays qui confiaient autrefois leurs enfants adoptables et qui fait qu'on ne peut pas être contre le fait que ces pays se développant contribuent à vouloir garder leurs enfants, y compris adoptables, dans leur propre pays. Donc voilà, on est obligé de réfléchir sur effectivement cette restriction numérique des enfants adoptables sur le plan international, comme de la même façon, et ça rejoint la question de la protection de l'enfance qui a été abordée. Voilà, nous avons un certain nombre d'enfants sur notre territoire qui sont en situation d'être adoptés, mais nous avons aussi beaucoup d'enfants parce que il est quand même plutôt une tradition de ne pas rompre les liens biologiques, qui sont dans une situation quand même, je le dis très clairement, d'errance de famille d'accueil en famille d'accueil ou de famille d'accueil en foyer, et que effectivement le système actuel d'adoption simple ou d'adoption plénière n'est peut-être pas la réponse la plus adéquate pour ces enfants, et que entre le désir de maintenir des liens biologiques et peut-être le désir de familles qui souhaitent aussi apporter à des enfants qui sont dans des situations difficiles une véritable relation affective et éducative, il faut peut-être travailler sur justement cette réforme de l'adoption en ce sens aussi. Je crois que ce sont des éléments nouveaux qui nous permettront peut-être de sortir nombre de nos enfants qui sont aujourd'hui dans des situations d'errance éducative et affective, même si la protection de l'enfance essaye de parer au mieux. A été évoquée aussi la question de la recherche des origines. C'est très intéressant, mais là aussi, c'est pour ça que, je le répète, la loi famille s'adressera indifféremment absolument à toutes les familles. C'est que la recherche des origines, elle peut concerner aussi bien les enfants nés sous X que les enfants nés d'une procréation médicalement assistée. Alors, il y a des choses qui ont été créées au travers du CNAOP et de la recherche ou de la potentialité d'avoir accès à un certain nombre d'informations. Pour l'instant, rien n'existe autour des enfants qui sont nés de procréation médicalement assistée, qui aujourd'hui, je le répète, c'est la grande différence avec la GPA, est autorisée en France, même si c'est pour des raisons médicales, comme le rappelait Christiane Taubira. Il n'en reste pas moins vrai que s'interroger sur le droit de l'enfant à connaître son histoire originelle, c'est là aussi un vrai enjeu et un vrai beau débat. Je crois qu'on ne fera pas l'économie, on est dans une société qui réclame toujours plus de transparence sur tous les sujets. On ne peut pas dire, une fois qu'on aborde la question de l'enfant, là, il y a des choses où la transparence ne peut plus se faire. Alors, jusqu'où ? Rien n'est évidemment, vous voyez bien que c'est un débat qui mérite quand même pas mal de réflexion, d'audition, d'heures, de temps. Et donc, vous voyez que ce sont des sujets tout à fait passionnants. Sur le calendrier, il a été dit très clairement au cours justement du débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale que c'est une loi qui serait présentée pour une première fois à la fin de l'année 2013, que le Comité national d'éthique s'est saisi et que, effectivement, le gouvernement souhaite entendre
l'avis qui sera remis par le Comité national d'éthique, qui a parlé du mois de septembre-octobre pour rendre son avis. Donc nous avons le temps de pouvoir concevoir, organiser toute une série de consultations et de concertations pour mener à bien les contours précis de cette loi. Mais vous voyez bien que j'estime, je le prends comme une véritable chance pour effectivement finalement s'interroger sur de quelle façon, avec les progrès aussi de la médecine, nous pouvons effectivement remettre du droit de la loi là où c'est nécessaire pour effectivement assurer la protection juridique, bien sûr des enfants. J'entends tout à fait bien la nécessité d'avoir cet intérêt de l'enfant au cœur même des débats, mais aussi, je le dis, d'adultes qui concourent à l'éducation des enfants et qui aujourd'hui ne sont pas reconnus en tant que tels et qui méritent aussi d'être reconnus en tant que tels. Voilà quelques éléments de réponse. Je crois pouvoir vraiment vous remercier toutes les deux au nom de tous nos collègues. Vous avez pu remarquer que les débats sont ici approfondis et qu'on a le grand souci de s'écouter. Et voilà, nous espérons pouvoir apporter une contribution utile. Je vais vous remettre à chacune les comptes rendus des 2 premières semaines de débat. De nos auditions, de différents, et vous verrez que ces auditions apportent beaucoup, et bien entendu, vous serez dans le 3e tome, qui apportera du coup également beaucoup. Voilà pour l'audition de Christiane Taubira et Dominique Bertinotti. Si vous souhaitez revoir cette audition, elle est disponible en VOD sur notre site internet publicsena.fr. Je vous retrouve cet après-midi à partir de 16h30 pour la suite des auditions de la Commission des lois. Bonne journée à tous. Une semaine politique et parlementaire passée au crible de l'image et du questionnement. La compétitivité, maintenant, c'est un problème. Le coût du travail qui n'était pas un problème, qui n'existait pas, est maintenant un problème. La crise écologique est de plus en plus vive. Eh bien, on a besoin de changer les choses et rapidement. Parlement hebdo pour ne rien manquer, pour tout comprendre. C'est vendredi à 19h30. Depuis l'accident de Fukushima, la question du risque nucléaire a refait surface. En France, le recours massif à la sous-traitance commence à poser problème. On est obligé d'aller vite, quoi. Toujours vite, vite, vite. C'est sans arrêt sous pression, il faut toujours aller vite. Salariés sous pression, sous-payés et aux cadences infernales, la rentabilité prend le pas sur la sécurité. Si demain il arrive un accident nucléaire, on va nous dire que c'est nous, les prestataires, qui sommes responsables. Enquête sur un phénomène et ses conséquences. Nucléaire, la bombe humaine, samedi à 22h sur Public Sénat. Je ne suis absolument pas Facebook. J'aime pas le système Facebook, d'espèce de mélange total de vie privée, de vie publique. C'est fréquemment Facebook vous interpelle, vous relance. Chez Facebook, on se sent client. Chez Twitter, on se sent libre. Twitter, c'est comme un attaché de presse. Twitter a l'avantage, parce que moi je suis suivie par beaucoup de journalistes, de me donner l'occasion de parler en 3 secondes à plusieurs dizaines de journalistes qui eux ensuite vont reprendre, utiliser, rappeler, m'envoyer un message caché pour me dire est-ce qu'on peut aller un peu plus loin. Voilà, il y a un petit côté bureau de la communication maison avec Twitter. Et puis c'est tout ce que on ne peut pas dire soit de manière publique, on n'a pas forcément l'opportunité ou la tribune pour le dire.
Il y a plusieurs types de Twitter. Il y a ceux qui sont un peu, moi j'appelle les tweets Pravda. C'est ceux qui tweetent la parole officielle et qui sortent jamais des clous. Et puis il y a ceux qui font preuve de sens de la répartie, d'un peu de causticité, d'un peu d'insolence. La difficulté de Twitter, c'est qu'il faut trouver la bonne distance entre un peu de personnel et pas d'exhibition. C'est toujours un peu, vous connaissez ce film de Patrice Lecomte qui s'appelle Ridicule, dans lequel il faut rivaliser de bons mots à la cour et on peut tomber sur un bon mot raté. Twitter, c'est un peu pareil, hein. C'est un petit côté ridicule, il faut faire preuve d'esprit et en même temps, on chute sur un mot d'esprit qui n'atteint pas sa cible. Il m'est arrivé une fois un accident de tweet. Tous mes brouillons sont partis. Voilà, j'étais en train de bidouiller dans mes brouillons et peut-être 15 brouillons sont partis en rafale. Donc j'ai passé un bon moment à les effacer derrière. Et évidemment, comme il y a des gens qui vivent le nez sur Twitter, tout de suite ça s'est vu. Il n'y avait rien de grave, mais j'ai quand même là un peu eu peur. Il m'est arrivé de regretter d'avoir dit, quand je m'en étais pris à un journaliste qui interviewait Fleur Pellerin un matin sur Europe 1, et l'interview était odieuse. Et j'avais dit, mais c'est quoi ce misogyne qui sévit à 8h en ce moment sur Europe 1, il faut le virer. Et après, j'ai regretté le faut le virer. J'ai quand même regardé ce que disaient les journalistes, parce que je me suis dit, c'est quoi un politique qui demande qu'on vire un journaliste, quoi. Voilà, c'est les deux fois. Puis après, il y a la troisième étape, c'est les tweets repris dans la presse écrite. Ou les tweets qui passent à la télé pendant les émissions. Ça, c'est la gloire du tweet, ça. Mais bon, il y a un côté assez narcissique avec les tweets dont il faut quand même percevoir la limite, quoi. Enfin, voilà. Demain à 15h, suivez en direct la séance des questions d'actualité au gouvernement. Pendant 1 heure, les sénateurs interrogent les ministres. À 16h, on refait la séance. Sénatrices, sénateurs et ministres répondront aux questions de Perrine Tarnot en direct depuis la salle des conférences. Demain à 15h, questions d'actualité au gouvernement. À 16h, on refait la séance sur Public Sénat. Pour ce nouveau numéro de Culture T, rendez-vous à Strasbourg, à la découverte d'un artiste pas comme les autres, Pierre Hermé. Qui a dit que concevoir des macarons n'était pas de l'art? Culture T à Strasbourg, vendredi à 23h sur Public Sénat. Hé, qu'as-tu, l'enfant? Maman? Mais qu'est-ce que j'entends? Une musique auvergnate? Je croyais qu'on était en capitale de la Cornouaille. Et alors, la faïencerie de Quimper est bien née du mariage d'un savoir-faire nivernais et rouennais. Quimper signifie confluent, Cornouaille signifierait le pays des étrangers. Alors entrons dans l'antre de la faïencerie et attention à ne pas briser ces moules mères. Des moules, des mères. C'est un peu comme les deux mains qui vont accueillir en berceau la première étape de fabrication. La terre étant trop vieille pour qu'on se moque d'elle, dit un proverbe breton, on utilisera... De l'argile, du talc et du calcaire, de la silice et même de l'eau, tout droit puisée dans l'Audet. Sais-tu que l'on trouve les premières traces du travail de la faïence déjà à l'époque gallo-romaine? Maintenant, l'étape du pressage. Puis du coulage, qui va donner ce qu'on appelle un cake. Ensuite, les pièces sont ébarbées et épongées avant les 1040 à 1050 degrés tant attendus. Temps de cuisson, 1 nuit. Puis vient l'émaillage, ensuite la décoration. Des étoiles de mer, des plumées de pinceau. Les larmes qui coulent sont amères, mais plus amères celles qui ne coulent pas. Qu'as-tu, l'enfant? Un rêve. Le soir, à l'heure intime et bleue où les toits fument, quand se tait l'angélus au clocher qui s'embrume, un grêle biniou chevrotte un air léger. Et sur le bord de l'ombre où se dissout la ville, le mont Frugis s'accoude, ainsi qu'un vieux berger qui rêve. À sa jeune maman? Sous la lune. Tradition et savoir-faire. Mon identité,
Ta créativité, Raconte-moi. sauvegarde-le. Mon patrimoine culturel immatériel. Mon patrimoine, Vivant. retrouvez-nous sur notre site internet. Europol vient de révéler que plus de 400 joueurs, dirigeants de clubs, arbitres avaient truqué 380 matchs. Et ça, c'est vrai depuis qu'il y a des paris sportifs. Perdre un match peut rapporter beaucoup plus d'argent que le gagner. Public Sénat ouvre le débat avec cette simple question. Demain, les joueurs vont-ils continuer à jouer ou feront-ils seulement semblant? Le débat présenté par Dominique Souchier, dimanche à 10h30 sur Public Sénat. C'est un lieu chargé d'histoire, les quais de Bordeaux. Le classement de Bordeaux dans le patrimoine mondial a été une longue aventure. Ce miroir d'eau commence à avoir de la célébrité aussi. Magnifique. On a l'eau, les jardins, très beau bâtiment en même temps. À ce milliard, il ne pourra pas se payer un loyer à 600 €. Et là, les rénovations qu'ils vont faire sur la place, alors ça va enfoncer le clou. Avant, vous pouviez vous loger sur les quais pour une bouchée de pain parce que vous aviez 8 voies de voiture, c'est extrêmement bruyant. Dans certains quartiers, immeubles vétustes et insalubres, un ensemble urbain Magnifique. On craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une page qui va être tournée. Il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau. Il fait bon vivre à Bordeaux sur les quais de la Garonne. 4,5 km d'une promenade au cœur de la ville, comme hors de la ville. On y respire, on y balade, on y jogging, on y paisible, on y bien-être. Bref, c'est la douceur de vivre. Une douceur de vivre à l'image de Bordeaux, de son centre rénové, de ses zones piétonnes. À l'image de son tram aussi, qui longe silencieusement les quais et se prolonge vers les périphéries. C'est presque trop beau. Les quais achevés en 2009 sont une première étape hautement symbolique dans la reconquête de la ville. Car les quais de la Garonne n'ont pas toujours connu cette douceur de vivre. Comme beaucoup de villes, Bordeaux s'est construite autour d'une activité, en l'occurrence celle du port, celle des négociants. Dès le XIIIe siècle, la ville a prospéré grâce à la Garonne et à son ouverture sur l'Atlantique. Le vin est exporté vers l'Angleterre, puis vers le monde entier. Le XVIIIe siècle est le siècle d'or de Bordeaux. Les négociants s'enrichissent toujours grâce au vin, mais aussi grâce au trafic moins glorieux des esclaves. À l'ère industrielle, le port est victime de son succès. Les voies ferrées, dépôts de marchandises et autres engins de levage encombrent les quais. Les immenses hangars sont finalement construits avec l'ambition de mettre un peu d'ordre dans ce joyeux bazar. Dans la seconde moitié du XXe siècle, à Bordeaux comme ailleurs, les grosses industries sortent des villes. Les activités portuaires sont déplacées plus loin sur la Garonne et les hangars bordelais se vident. Dans les 30 dernières années, les quais, c'était ça. Des voitures, des parkings, un axe routier et surtout les vieux hangars désaffectés, pas très bio. Jacques Chaban-Delmas, maire de 1947 à 1995, ne détruira pas les vestiges du port, ce port qui vit encore dans l'imaginaire collectif de la ville. À l'aube du 3e millénaire, Juppé succède à Chaban et planifie 10 ans de travaux. La reconquête de la ville peut commencer. 10 ans de bonheur. Le projet a duré 10 ans. J'ai eu énormément de plaisir à porter ce projet. L'aménageur. Thierry Guichard était le maître d'œuvre du projet. Le responsable du chantier, c'était lui. Ce ciel-là et ce soleil après la pluie, moi je trouve que c'est merveilleux à Bordeaux. Ça donne une autre dimension à la ville. Ce fleuve fait 400 mètres de large et quand on est sur les quais, on n'a plus l'impression d'être en ville. On a l'impression soit d'être au bord de la mer, soit d'être au bord d'un lac. On n'est plus dans la ville. On est au plus bel endroit des quais.
pour moi. C'est l'endroit que je préfère. On a une vue sur le fleuve, sur la courbe du fleuve, sur le port de la Lune, hein, c'est-à-dire ce port en courbe du XVIIIe siècle. Alain Juppé, en 1995, fait enlever les grilles du port. Ces grilles sont symboliques de la fermeture et de l'interdiction d'accès aux Bordelais, d'accès à leur fleuve. Et ça donne un engouement extraordinaire. Et d'un seul coup, on a l'opinion publique avec nous et on se retrouve pressé d'aménager quelque chose. En aménageant un espace public, on crée du rien. Hein, on n'a pas de bâti, on n'a pas d'usage préférentiel. Et ce qu'on a voulu, c'est créer des espaces de façon à laisser aux Bordelais imaginer eux-mêmes l'usage qu'ils en feraient. Le public s'est approprié les espaces avant même que nous ayons terminé. Et ça, c'était ennuyeux au niveau du chantier, mais tellement merveilleux de voir que le public s'appropriait ce qu'on était en train de réaliser. Il faut dire que les Bordelais avaient été quelque peu traumatisés par les travaux de l'époque Chaban. Si le chantier se sent encore partout, si les aménagements manquent encore, on peut cependant commencer à lire le plan d'ensemble avec, à son centre, ce vaste espace libre qui justifie son nom, la cité du Grand Parc. Le centre Mériadec, Bordeaux-Lac, le Grand Parc. Dans les années 60, Jacques Chaban-Delmas cède à la tentation des grands ensembles. Le Bordeaux des années Chaban tourne le dos à son fleuve. J'ai tout lieu de croire que l'avenir s'annonce bien. Mais il n'est pas indifférent de mesurer les résultats obtenus afin de bien conduire les actions prochaines. 50 ans, un nouveau maire et 110 millions d'euros plus tard, les quais sont aménagés sur 4,5 km. Une longue promenade qui rappelle celle des Anglais à Nice. Sans la Méditerranée, mais avec ses jardins, son miroir d'eau, son skatepark. Ses arbres, ses terrains de sport. Évidemment, le commerce existe aussi sur les quais, mais il se fait discret tout au bout de l'aménagement. Les Bordelais ont fait le deuil du port et les derniers bateaux à quai sont transformés en boîtes de nuit. Aujourd'hui, le passage par Bordeaux d'un bateau de fret est exceptionnel, au point que pour l'occasion, le maire, M. Alain Juppé himself, se déplace en personne. Je suis très heureux de partager avec vous ce moment. C'est pour moi l'occasion de célébrer notre fleuve. J'ai une petite citation, je ne résiste pas au plaisir de vous la lire, elle est d'un des grands historiens de Bordeaux, qui s'appelle Camille Jullion, qui dit « Bordeaux est un présent que la Garonne a fait à la France ». Belle formule. C'est le fleuve qui a créé la ville plutôt que les hommes. Il a été la raison d'être de son existence avant de devenir l'arbitre de ses destinées. Dire que Bordeaux, au fil de l'histoire, avait un peu tourné le dos à son fleuve. Notre souhait, c'est de faire en sorte que le fleuve vive, et donc nous développons un projet de navette fluviale pour utiliser cette artère dans la circulation de tous les jours. Monsieur le maire a de beaux projets dans la tête et aussi les municipales de 2014 dans le viseur. Quoi qu'il en soit, depuis le réaménagement des quais, les Bordelais ont bel et bien renoué avec la Garonne. On est parti, hein, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir rapidement s'il y a du vent. Donc là, on va aller un peu plus vite. Le skipper urbain. Julien Marcotte s'occupe d'une association de voile sportive à Bordeaux, qui compte une 50aine d'adhérents. Alors le projet, il est né il y a 3 ans, dans la tête de 3 Bordelais amoureux du fleuve. Ils avaient cette envie de dynamiser un peu la Garonne par des régates à la voile. On a mis 2 bateaux. Par la mairie, on a obtenu 2 places au ponton. On a mis les bateaux à l'eau. On a commencé à naviguer, à se rendre compte de ce qu'était le plan d'eau, les conditions climatiques, s'il y avait du vent. On s'est rendu compte que ça plaisait aux gens et puis surtout que ça correspondait vraiment avec la dynamique de Bordeaux aujourd'hui. On a lancé le projet au bon moment à Bordeaux. Là, il y a une belle manœuvre qui se passe là. Faites gaffe au milieu, hein.
Il y a un tronc là qui flotte. En fait, on voyait pas les beaux bâtiments qu'il y avait derrière, on voyait que des hangars quand on était sur l'eau. Aujourd'hui, Bordeaux va redevenir un vrai port, quoi, c'est-à-dire avec des bateaux. Tiens, voilà la vedette de Jean d'Estuaire. Il rentre des îles. C'est un bateau très rapide qui fait Bordeaux-Pauillac en 1 heure. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir aller visiter des châteaux du Médoc et du vignoble en 1 heure. T'es pas tout seul? Non, c'est bon, là, il n'y a plus personne. Salut. T'arrives d'où, de Patiras? Ouais. Et s'il commence à pleuvoir, ça va être un peu moins cool, mais bon. L'enfant du fleuve. J'ai grandi sur une des îles, là-bas, sur l'île Margot. En fait, mon père est le gérant de la propriété viticole. Et du coup, voilà, j'ai passé mon enfance à naviguer. C'est là que j'ai rencontré Julien. Puis on a monté une entreprise qui fait du tourisme sur le fleuve. C'est-à-dire que typiquement, si tu veux aller passer un moment sur une île, il va falloir louer un bateau, louer le site sur l'île, demander à un viticulteur ou deux qui est sur le coin de venir organiser un apéritif. Voilà, Jean d'Estuaire, comme on connaît bien toutes les personnes qui sont un petit peu autour, on organise tout ça. Au Moyen-Âge, on appelait ça la rivière de Bordeaux. Voilà, tout l'estuaire de la Gironde, tout cet ensemble-là était appelé la rivière de Bordeaux. La Gironde, c'est un nom qui est arrivé après la Révolution. Mais d'un point de vue marketing, si vous allez voir un Américain à New York, vous parlez de Bordeaux, il a entendu parler. Donc si vous lui parlez de Bordeaux River, il a entendu parler. On essaye de se positionner sur un fleuve qui est en plein boom. Il y a la concurrence qui rentre partout. Pas seulement la concurrence locale, la concurrence internationale. Et on estime que c'est plutôt bon parce que ça tire la destination rivière de Bordeaux vers le haut. Le tourisme, nous y voilà. L'activité économique, le nerf de la guerre, les petits sous-sous. Avec la rénovation des quais, on redécouvre les façades du XVIIIe siècle. Et en 2007, ces façades sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Du jour au lendemain, ce classement fait exploser la fréquentation touristique de la ville. Bordeaux accueille aujourd'hui 2,5 millions de visiteurs par an. Et le passage obligé pour tous ces touristes, c'est le miroir d'eau qui fait face à la place de la Bourse. Le miroir d'eau à Bordeaux, c'est un peu comme la Tour Eiffel à Paris. Michel Corageau est le paysagiste qui a dessiné les quais et qui a imaginé cet ingénieux procédé de reflet. Pour faire un miroir d'eau, il suffit d'avoir une pierre un peu sombre et vous avez 2 cm d'eau sur la pierre qui la mouille et qui fait un miroir absolument parfait. Le paysagiste. Un jour de pluie, quand on se baladait sur les quais, on avait une grande flaque d'eau et je vois le reflet de la Bourse. Et donc l'idée de faire un miroir devant cette Bourse nous est venue comme ça. Les quais, à l'époque, étaient beaucoup plus près de la Bourse qu'ils ne le sont aujourd'hui parce qu'on a remblayé progressivement et fait des aménagements de quais pour gagner sur le fleuve. Et de cette façon, on voulait remettre la Garonne à sa place en faisant cet effet d'eau ici. Tous les Bordelais, il faut le savoir, à l'époque, partaient à la mer le dimanche et le samedi. On s'était dit, avec Alain Juppé, si on pouvait freiner ce mouvement et qu'on puisse garder les Bordelais le samedi et le dimanche sur les quais, ce serait formidable. Ce qu'on a en partie d'ailleurs réussi, je crois. C'est beau, la modernité du tram sur le pont de pierre. Le tramway est un outil de transformation de la ville. Il demande une modification complète de l'espace public sur lequel il se trouve. Pour faire un tramway, vous êtes obligé de refaire toute la voirie. Il faut changer tous les réseaux qui sont en dessous de lui pour que justement il n'y ait pas de réseau. Et il y a dans toute la ville de Bordeaux des places, des aménagements d'espace public qui ont été générés par l'arrivée du tramway. Et les tramways circulent dans Bordeaux et montent d'ailleurs sur les coteaux, va jusque dans les villes périphériques de Bordeaux. Cette circulation des personnes n'a l'air de rien, mais elle modifie complètement la fluidité de la ville elle-même. Bordeaux compte aujourd'hui 3 lignes de tramway qui ont été réalisées en seulement 10 ans, en même temps que l'aménagement des quais. Ces lignes se croisent au centre-ville et rayonnent vers les périphéries de Bordeaux. Au total, 44 km de voies et 90 stations. De nombreux quartiers populaires se trouvent ainsi désenclavés, comme Senon, Lormont, le Grand Parc, mais aussi Pessac et Mérignac. Les distances sont raccourcies et Bordeaux se pense désormais avec sa périphérie.
voudrions que Bordeaux devienne une métropole de rang européen. Le maire. Nous avons la chance d'avoir une renommée internationale grâce au vin. Hein, et Bordeaux, peut-être même avant Lyon et Marseille, à l'international, est un nom qui est connu, mais il faut que nous atteignions la masse critique qui nous permettra d'être dans la concurrence des villes européennes, parce que les métropoles se font concurrence. D'où l'objectif du projet urbain que j'ai lancé en 2008 et qui s'articule avec celui de la communauté urbaine, d'une ville qui atteignent à peu près 1 million d'habitants. C'est réaliste et je pense que ça sera utile pour élargir notamment notre bassin d'emploi. Pour y parvenir, nous avons 2 atouts majeurs. D'abord, le désenclavement définitif, si je puis dire, de Bordeaux avec la réalisation des lignes à grande vitesse. Et nous avons des centaines d'hectares dans Bordeaux, intramuros, qui sont urbanisables.